Cette histoire est une œuvre de fiction inspirée de faits historiques réels. Le vent hurlait entre les chênes noirs de Beaufort comme s'il portait les gémissements de 1000 âmes perdues. C'était l'hiver 1869 et dans une masure au mur de pierre humide, une femme épuisée mettait au monde son 15e enfant. Marie Vachère, le visage creusé par la faim et les grossesses successives, serra les dents alors que la sage-femme lui arrachait un dernier cri. « C'est un garçon », annonça la vieille femme d'une voix neutre, enveloppant le nouveau-né dans un linge sale. Pierre Vachet, le père, à peine leva les yeux de son verre d'eau de vie. 15 bouches à nourrir, avec 3 hectares de terre rocailleuse et un troupeau de chèvres maigres. Un de plus ne changerait rien. Il grogna et sortit dans le froid mordant, laissant sa femme sangloter silencieusement dans l'obscurité. L'enfant ne pleura pas. Ses petits yeux noirs fixaient le plafond noirci par la suie, et la sage-femme frissonna en croisant ce regard vide. « Celui-là porte malheur », murmura-t-elle en traçant une croix sur sa poitrine flétrie. Les années passèrent dans la misère. Joseph, comme on l'appelait, grandissait différent des autres enfants du hameau. À 5 ans, on le trouva dans l'étable, un agneau mort entre ses mains, les yeux arrachés. « Je voulais voir », dit-il simplement, le sang maculant ses joues creuses. Les frères aînés le battaient régulièrement. « Monstre !» criait-il en lui écrasant la tête dans la boue. « Démon !» Joseph ne pleurait jamais. Il encaissait les coups avec un sourire tordu, comme s'il savourait la douleur. La nuit, il se réveillait en hurlant, parlant de voix qui lui ordonnaient de faire des choses terribles. « C'est le diable en lui », affirmait Marie, en serrant son chapelet. Elle l'emmenait à l'église chaque dimanche, le forçant à genoux pendant des heures. Le curé, le père Armand, regardait l'enfant avec un mélange de pitié et de dégoût. « Priez pour son âme », conseillait-il à la mère désespérée. À 12 ans, Joseph fut envoyé au monastère de Saint-Laurent, à 30 kilomètres de Beaufort. Les moines espéraient que la discipline et la prière chasseraient les démons de l'enfant. Pendant 2 ans, il vécut entre les murs froids du cloître, se levant avant l'aube pour les matines, travaillant au champ jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais les voix ne se taisaient pas. Elles devenaient plus fortes, plus insistantes. « Tue-les » murmurait-elle pendant les prières. « Fais-leur mal ». Joseph se griffait les bras jusqu'au sang pour les faire taire, laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais. La rupture survint un soir d'été 1883. Frère Mathieu, un moine plus âgé, trouva Joseph dans la chapelle, nu, le corps couvert de sang d'une poule qui l'avait égorgé. L'adolescent riait, un rire aigu et brisé qui résonnait contre les voûtes de pierre. « Qu'as-tu fait, malheureux » hurla le moine. Joseph se tourna vers lui, les yeux brillants d'une lueur sauvage. « Dieu m'a parlé », dit-il d'une voix rauque. « Il veut du sang, toujours plus de sang. » Le lendemain, il fut renvoyé chez lui avec une lettre scellée pour ses parents. « Cet enfant est au-delà de notre aide », écrivait le prieur. « Que Dieu ait pitié de son âme. » De retour à Beaufort, Joseph était devenu un étranger dans sa propre famille. Ses frères l'évitaient, ses sœurs se signaient quand il passait. Il travaillait au champ du matin au soir, les muscles durcis par le labeur, mais son esprit errait ailleurs, dans des contrées sombres, où régnaient la violence et la mort. À 18 ans, fuyant la misère écrasante et les regards accusateurs de sa famille, il s'engagea dans l'armée. C'était 1887 et la France cherchait toujours des hommes pour défendre ses frontières et ses colonies. Joseph pensait que peut-être loin de Beaufort, les voix se tairaient enfin. Il avait tort. Les premiers mois à la caserne de Lyon furent supportables. La discipline militaire, les ordres hurlés, les exercices épuisants, tout cela occupait son esprit. Il était un soldat obéissant, suivant les ordres sans poser de questions, maniant le fusil avec une précision inquiétante. Mais l'alcool changea tout. Un soir de novembre, après une permission en ville, Joseph revint à la caserne, ivre-mort. L'eau de vie bon marché coulait dans ses veines comme du feu, libérant quelque chose de noir et de terrible en lui. Il se jeta sur un camarade, Henri Beaumont, le plus proche dans la rangée de lits. « Pourquoi tu me regardes » hurla Joseph, les mains serrant la gorge d'Henri. « Arrête de me regarder !» Il fallut 4 hommes pour le maîtriser.
Henri, le visage bleui, toussait et crachait, ses yeux exorbités fixant Joseph avec terreur. « Il est fou !» gémit-il, « complètement fou !» Le capitaine Laurent, un homme dur aux moustaches grises, examina Joseph le lendemain. « 15 jours aux arrêts !» décréta-t-il. « Et plus d'alcool, ou c'est le conseil de guerre. » Mais Joseph ne pouvait pas s'arrêter. L'alcool était le seul moyen de noyer les voix, même si temporairement. Les crises devinrent plus fréquentes. Il attaquait sans raison, mordant, griffant, hurlant des obscénités. Ses supérieurs commencèrent à parler de dérangement mental. La nuit du 15 mars 1888 marqua le point de non-retour. Joseph, dans un état de frénésie alcoolique, prit son couteau de service et se trancha la gorge dans les latrines de la caserne. Le sang jaillit en arc rouge contre le mur de pierre, éclaboussant le sol. Il s'effondra, la main pressée contre la plaie béante, ses yeux fixant le plafond. Mais il ne mourut pas. Les médecins militaires, stupéfaits, réussirent à le sauver. La plaie était profonde, mais le couteau avait miraculeusement manqué les artères principales. Ils recousurent tant bien que mal, laissant une cicatrice hideuse qui tirait sa peau en un rictus permanent. Joseph ressemblait maintenant à un loup enragé, la bouche tordue dans un sourire grotesque. « Il ne devrait pas être en vie », murmura le chirurgien en nettoyant ses instruments. « C'est contre nature. » Joseph fut déclaré inapte au service et renvoyé de l'armée avec une maigre pension d'invalidité. Il retourna brièvement à Beaufort, mais sa famille ne voulait plus de lui. Sa mère pleurait en le voyant. Son père lui cracha au visage. « Tu n'es plus mon fils !» dit Pierre Vachère, la voix tremblante de rage et de peur. Joseph partit alors vagabonder, vivant de petits travaux saisonniers, dormant dans les granges et les fossés. Il marchait des kilomètres chaque jour, traversant villages et hameaux, son visage défiguré, effrayant les enfants et faisant se signer les vieilles femmes. C'est à Baume-les-Dames, un petit bourg de l'est de la France, qu'il rencontra Louise Baran. Elle travaillait comme infirmière à l'hospice local, une jeune femme de 23 ans, aux cheveux châtains et aux yeux gris. Joseph la vit pour la première fois alors qu'il mendiant du pain devant la boulangerie. Elle sortait de l'hospice, un panier de bandages sous le bras, et leurs regards se croisèrent. Pour Joseph, ce fut une révélation. Louise était belle, douce, tout ce qu'il n'était pas. Il commença à la suivre, à traîner près de l'hospice, espérant la voir, lui parler. Les autres mendiants se moquaient de lui. « Regarde le balafré qui rêve d'une jolie fille », ricanait-il. Pendant des semaines, Joseph tenta d'approcher Louise. Il lui offrit des fleurs sauvages cueillies au bord des chemins, essaya de lui parler de sa voix rauque et abîmée. Elle le repoussait poliment mais fermement. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas accepter vos attentions. » L'obsession de Joseph grandissait. Il passait ses journées à l'épier, notant ses habitudes, suivant ses déplacements. Les voix dans sa tête hurlaient, maintenant jour et nuit. « Elle doit être à toi », disait-elle, ou à personne. Le 14 juin 1893, Joseph attendit Louise sur le chemin qu'elle empruntait pour rentrer chez elle. Il avait volé un vieux pistolet rouillé chez un fermier, vérifié qu'il fonctionnait encore. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'excitation. Quand Louise apparut au détour du sentier, Joseph sortit de sa cachette. « Louise, » dit-il d'une voix suppliante, « je vous aime, vous devez m'épouser. » Louise recula, effrayée par l'intensité de son regard. « Non, Joseph, je vous l'ai dit. Partez, s'il vous plaît. » Quelque chose se brisa en lui, les voix explosèrent, dans un crescendo assourdissant. Il leva le pistolet et tira. La balle frappa Louise à l'épaule, la faisant tournoyer et tomber sur le chemin. Elle hurla, le sang coulant entre ses doigts pressés contre la blessure. Joseph la regarda un instant, puis, calmement, porta le canon du pistolet à sa propre tempe. « Si je ne peux pas t'avoir, » murmura-t-il, « personne ne m'aura. » Il tira. La balle traversa sa tête, entrant par la tempe droite et ressortant par l'arrière du crâne. Joseph s'effondra à côté de Louise, le sang formant une mare sombre sur la terre battue. Mais encore une fois, il ne mourut pas. Des paysans attirés par les coups de feu trouvèrent les deux corps. Louise, gravement blessée mais vivante, fut transportée à l'hospice où elle se remit lentement. Joseph,
contre toute attente, survécut également. La balle avait déchiré sa chair, fracassé son crâne, mais manqué les zones vitales du cerveau. Les médecins qui l'examinèrent après l'opération étaient abasourdis. Son visage était maintenant complètement déformé, la moitié gauche paralysée, l'œil droit à moitié fermé, la bouche tordue en un rictus permanent encore plus hideux qu'avant. Il ressemblait à un cadavre vivant, à un monstre sorti d'un cauchemar. « C'est un miracle qu'il soit en vie », dit le docteur Renaud, en changeant les bandages. « Ou une malédiction. » Joseph fut interné d'office à l'asile de Dole, une institution surpeuplée et sordide où les aliénés hurlaient jour et nuit. Il passa 8 mois dans une cellule humide, attaché à son lit la plupart du temps, nourri de bouillie fade et d'eau croupie. Mais il apprit à dissimuler, à jouer le rôle du malade guéri. Les voix ont disparu, mentait-il au médecin lors des examens. Je regrette ce que j'ai fait. Je veux juste une vie normale. Le docteur Gilbert, un aliéniste vieillissant et débordé, finit par le croire. Il a retrouvé sa raison, écrivit-il dans son rapport. Son état mental s'est considérablement amélioré. Je recommande sa libération sous surveillance. En avril 1894, Joseph Vacher fut déclaré guéri et libéré de l'asile. C'était la plus grande erreur que la société française allait commettre. Joseph quitta Dole par une matinée brumeuse, un baluchon sur l'épaule contenant toutes ses possessions, une chemise de rechange, un couteau de poche et quelques sous. Il prit la route vers le sud, marchant d'un pas régulier, son visage monstrueux effrayant tous ceux qu'il croisait. Les voix étaient au retour, plus fortes que jamais. Mais cette fois, Joseph ne luttait plus contre elles. Il les écoutait. Il leur obéissait. Bientôt, leur promettait-il, en marchant sous le ciel gris. Bientôt, vous aurez ce que vous voulez. La France rurale ne savait pas encore qu'un monstre venait d'être lâché dans ses campagnes. Un monstre qui avait déjà triché 2 fois avec la mort, et qui maintenant, affamé de violence et de sang, allait tracer un sillon de terreur à travers le sud-est du pays. Le pire restait à venir. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. L'été 1894 s'annonçait caniculaire dans le sud-est de la France. Les champs de blé ondulaient sous un soleil implacable, les ruisseaux asséchés laissaient voir leurs lits caillouteux, et les troupeaux de moutons et de chèvres cherchaient l'ombre rare des bosquets épars. C'était un temps parfait pour les moissons, mais aussi pour les prédateurs qui rôdaient dans la chaleur étouffante. Joseph Vacher marchait depuis l'aube, son baluchon sur l'épaule, suivant les chemins poussiéreux qui serpentaient entre les collines. Son visage déformé, brûlé par le soleil, faisait peur aux rares voyageurs qu'il croisait. Les gens changeaient de côté de route en le voyant approcher. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Les hommes portaient à la main à leur couteau. Mais Joseph s'en fichait. Il avait appris à marcher comme un fantôme, à devenir invisible aux yeux de ceux qui ne voulaient pas le voir. Il dormait dans les granges abandonnées, volait des légumes dans les potagers, buvait l'eau des fontaines publiques aux premières lueurs du jour, avant que les villageois ne se réveillent. Les voix étaient ses seules compagnes. Elles parlaient sans cesse, décrivant en détail ce qu'il devait faire, comment il devait le faire. « Cherche les solitaires », disait-elle, « ceux qui gardent les bêtes dans les endroits isolés. Personne ne les entendra crier. » Le 20 mai 1894, près du village de Beaurepaire, Joseph vit sa première cible. Eugénie Delhomme avait 21 ans. Elle gardait un petit troupeau de chèvres dans un pré au bord d'une forêt de pins. C'était une jeune femme simple, aux joues rondes et au rire facile, qui rêvait d'épouser son fiancé Marcel, un forgeron du village. Ce matin-là, elle fredonnait une chanson en tricotant sous un arbre, ses chèvres broutant paisiblement autour d'elle. Elle ne vit pas Joseph approcher. Il avait attendu, caché dans les fourrés, observant ses allées et venues pendant plus d'1 heure. Quand il fut certain qu'ils étaient seuls, à l'abri des regards, il sortit de sa cachette. « Bonjour, mademoiselle », dit-il de sa voix rauque. Eugénie sursauta, laissant tomber son tricot. Elle leva les yeux vers lui et pâlit en découvrant son visage monstrueux. « Qui êtes-vous ?»« Un voyageur, » répondit Joseph en s'approchant lentement. « J'ai soif. »« Auriez-vous de l'eau ?»
Eugénie, malgré sa peur, était d'un naturel charitable. Oui, il y a une source là-bas, près des rochers. Joseph hocha la tête et continua d'avancer. Eugénie reculait instinctivement, sentant le danger sans pouvoir le nommer. « Non, attendez, je vais vous montrer... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Joseph bondit sur elle avec une rapidité surprenante pour un homme de sa corpulence. Ses mains se refermèrent sur sa gorge, serrant, étouffant ses cris. Eugénie se débattait, griffait son visage, mais Joseph était bien plus fort. Les années de travail au champ et à l'armée avaient sculpté ses muscles, et la folie lui donnait une force surhumaine. En quelques minutes, ce fut terminé. Eugénie s'affaissa, les yeux vitreux, la langue gonflée sortant de sa bouche. Joseph la laissa tomber dans l'herbe et recula, haletant, le cœur battant si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Les voix exultaient. « Bien, bien, maintenant fais ce que nous t'avons dit. » Joseph sortit son couteau de poche. Les mains tremblantes d'excitation, il commença à lacérer les vêtements d'Eugénie, déchirant sa robe, mettant son corps à nu. Puis, dans un état de transe, il se jeta sur elle, assouvissant une rage et une faim qui n'avaient rien d'humain. Quand il eut fini, il resta agenouillé à côté du corps mutilé, le sang séchant sur ses mains et son visage. Les chèvres broutaient toujours paisiblement, indifférentes à l'horreur qui venait de se produire. Joseph se leva finalement, ramassa son baluchon et repartit sur la route, laissant le cadavre d'Eugénie dans l'herbe haute. Ce n'est que le lendemain, quand elle ne rentra pas au village, que son père partit à sa recherche. Le hurlement qu'il poussa en découvrant sa fille alerta tout le hameau. Les gendarmes vinrent de Beaurepaire, constatèrent les faits, interrogèrent les voisins. Personne n'avait rien vu. Un vagabond au visage déformé? Oui, quelqu'un l'avait aperçu le jour précédent sur la route, mais il était déjà loin. Pour Joseph, c'était juste le début. Les mois suivants, il sillonna la région, de village en village, de hameau en hameau. Il choisissait toujours les mêmes victimes, des jeunes gens isolés gardant des troupeaux, loin des habitations, où personne ne pourrait entendre leurs cris. Garçons ou filles, peu importait. Ce qui comptait, c'était leur solitude, leur vulnérabilité. En août, près de Morestel, ce fut Armand Pélissier, un berger de 14 ans. Joseph l'étrangla avec ses mains nues avant de le violer et de l'éventrer, laissant son corps dans un fossé où il fut découvert 3 jours plus tard, à moitié dévoré par les animaux sauvages. En septembre, à Benonce, Aline Bertrand, 17 ans, qui cueillait des champignons. Joseph l'attaqua par derrière, la frappa à la tête avec une pierre, puis la poignarda plus de 20 fois. Son corps ne fut retrouvé qu'une semaine après, reconnaissable uniquement par les lambeaux de sa robe bleue. En octobre, Victor Fontaine, 16 ans, gardien de vaches près de Tournon. Joseph l'étrangla, le viola, puis lui trancha la gorge si profondément que la tête tenait à peine au corps. Chaque meurtre suivait le même schéma, attaque brutale, strangulation ou coup violent, viol post-mortem ou ante-mortem, mutilation. Joseph prenait son temps avec ses victimes, écoutant les voix qui le guidaient dans chaque geste, chaque entaille. Mais il n'était pas stupide, il variait ses itinéraires, ne restait jamais longtemps au même endroit, changeait régulièrement de direction. Il savait que la police le cherchait, que des descriptions circulaient. Un vagabond au visage défiguré, la bouche tordue, l'œil tombant, dangereux, armé d'un couteau. Pourtant, personne ne l'arrêtait. La France rurale de l'époque était un territoire vaste et peu peuplé. Les gendarmes étaient rares, les communications lentes. Un crime commis en Isère n'était pas nécessairement relié à un autre en Drôme ou en Ardèche. Chaque affaire était traitée localement, sans coordination. Joseph profitait de ce chaos. Il dormait dans les bois, volait de la nourriture dans les fermes isolées, mendiant parfois un repas ou un abri pour la nuit auprès de paysans trop charitables qui ne lisaient pas les journaux. L'hiver 1894-1895 fut particulièrement rigoureux. La neige tombait en épaisses couches, rendant les chemins impraticables. Joseph se réfugia dans une grotte près de Champagne, survivant en chassant des lapins et en volant des poules dans les poulaillers. Les voix ne se taisaient jamais, même dans le froid glacial. Bientôt,
promettait-elle. Bientôt le printemps reviendra, et avec lui, les proies. Au printemps 1895, Joseph reprit sa route meurtrière. En avril, il tua Rosalie Massot, 19 ans, près de Saint-Genix-sur-Guiers. En juin, Pierre Laurençon, 15 ans, à Montgiraud. En juillet, Marie-Louise Gaillard, 16 ans, près de La Chapelle. Les journaux commençaient à faire le lien entre les crimes. « Un monstre rôde dans nos campagnes », titrait-il. « L'éventreur du Sud-Est frappe encore ». Les descriptions de Joseph devenaient plus précises, les témoignages plus nombreux. Plusieurs personnes se souvenaient d'avoir vu un homme défiguré rôder dans les environs des lieux des crimes. Mais Joseph restait insaisissable. Il avait développé un instinct animal pour éviter les dangers, sentant quand une ville devenait trop dangereuse, quand les patrouilles se faisaient plus fréquentes. Il changeait alors de région, marchant parfois 50 kilomètres dans la journée pour mettre de la distance entre lui et ses poursuivants. Les voix étaient fières de lui. « Tu es parfait », disait-elle. « Notre instrument de mort. Continue. » En 1896, le rythme s'accéléra. Joseph tua au moins 5 personnes cette année-là, peut-être davantage. Certains corps ne furent jamais retrouvés, engloutis par les forêts profondes ou les rivières en crue. Mais il devenait imprudent. L'alcool qu'il volait dans les fermes ou achetait avec l'argent dérobé aux cadavres lui faisait perdre sa prudence. Il tuait parfois en plein jour, prenant des risques inutiles, se montrant trop près des villages. En mars 1897, il faillit être capturé près de Bourg-en-Bresse. Un paysan l'avait vu s'éloigner avec une jeune bergère, Mathilde Roux, et avait alerté les gendarmes. Ils trouvèrent le corps de Mathilde quelques heures plus tard, mais Joseph avait déjà disparu dans la nature. La pression montait. Des bataillons de gendarmes sillonnaient maintenant la région, interrogeant tous les vagabonds, fouillant les granges et les grottes. Des chasseurs armés organisaient des patrouilles, tirant parfois sur des ombres dans les bois. Joseph sentait l'étau se resserrer. Les voix devenaient frénétiques. « Encore un », exigeait-elle, « un dernier avant qu'ils ne nous prennent. » Le 4 août 1887, près du hameau d'Ardour, Joseph repéra sa proie. C'était une femme plus âgée cette fois, Marie-Thérèse Rousset, 32 ans, qui ramassait du bois mort au bord d'un chemin. Son mari, Alphonse Rousset, et leurs 2 fils adolescents travaillaient au champ non loin de là. Joseph attendit qu'elle s'éloigne suffisamment, puis bondit sur elle. Mais Marie-Thérèse était robuste et déterminée. Elle se défendit avec une force surprenante, griffant, mordant, hurlant à plein poumon. « À l'aide! À l'assassin !» Ces cris alertèrent Alphonse et les garçons. Ils accoururent, armés de fourches et de pelles. Joseph, dans sa frénésie, ne les vit pas arriver. Le premier coup de fourche le frappa dans le dos, le faisant trébucher. Il se retourna, le couteau levé, mais le fils aîné, Théophile, lui assena un coup de pelle sur le crâne. Joseph s'effondra, le sang coulant de son front. En quelques secondes, les 3 hommes le maîtrisèrent, lui attachant les mains avec une corde, le traînant sur le chemin comme un chien enragé. « C'est lui !» cria Marie-Thérèse, le visage tuméfié. « C'est le monstre dont parlent les journaux !» Joseph, étourdi et sanglant, ricana. « Vous ne pouvez rien contre moi, murmura-t-il. Dieu m'a choisi. J'accomplis sa volonté. » Les gendarmes arrivèrent 1 heure plus tard. Ils emmenèrent Joseph enchaîné et escorté par une foule hostile qui crachait sur lui et lui jetait des pierres. Les enfants pleuraient en le voyant. Les vieilles femmes faisaient le signe de croix. Joseph Vacher, l'éventreur du Sud-Est, le tueur de bergers, avait enfin été capturé, mais son histoire était loin d'être terminée. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. La prison de Belley était un bâtiment de pierre grise, humide et froid, construit au début du siècle. Joseph Vacher y fut transféré 3 jours après son arrestation, sous bonne escorte, dans un fourgon blindé. Les foules s'étaient massées sur son passage, hurlant des insultes, réclamant qu'on le pende sur place. Le directeur de la prison, M. Armand Chevalier, un homme austère au visage buriné par des décennies de service, observa Joseph d'un œil méfiant alors qu'on le poussait dans sa cellule. Celui-là ne verra jamais la lumière du jour avant son procès,
déclara-t-il au gardien. Surveillance maximale, jour et nuit. Joseph fut enfermé dans une cellule isolée, au sous-sol, là où on gardait les prisonniers les plus dangereux. Les murs suintaient d'humidité, le sol était couvert de paille moisie, et une petite lucarne grillagée laissait à peine passer la lumière. Un seau, dans le coin, servait de latrine. Les premiers jours, Joseph resta prostré, assis contre le mur, les genoux remontés contre sa poitrine, murmurant sans cesse pour lui-même. Les gardiens qui l'observaient par le Judas rapportaient qu'il parlait à des voix invisibles, riant parfois d'un rire aigu et dérangeant qui résonnait dans les couloirs sombres. Le juge d'instruction, Émile Fournier, un magistrat méticuleux et ambitieux, prit en charge l'affaire. Il était déterminé à faire de ce procès un exemple, une démonstration de la supériorité de la justice française sur la barbarie criminelle. Il convoqua Joseph pour le premier interrogatoire le 10 août 1887. La salle d'interrogatoire était petite, éclairée par une lampe à huile. Fournier s'assit derrière son bureau, ajustant ses lunettes cerclées d'or, tandis que 2 gendarmes amenaient Joseph, enchaîné aux poignets et aux chevilles. « Asseyez-vous » ordonna le juge. Joseph s'affala sur la chaise, ses yeux noirs fixant Fournier avec une intensité dérangeante. Son visage mutilé, à moitié paralysé, donnait l'impression qu'il souriait en permanence, un rictus moqueur et terrifiant. « Vous êtes accusé d'avoir agressé Madame Marie-Thérèse Rousset le 4 août dernier, » commença Fournier. « Reconnaissez-vous les faits ?» Joseph ne répondit pas immédiatement. Il regardait le juge comme on observe un insecte curieux. Puis, lentement, il hocha la tête. « Oui, je l'ai attaqué. Pourquoi ? Parce que les voix me l'ont ordonné. » Fournier fronça les sourcils. « Quelles voix ? Les voix dans ma tête. Elles me parlent depuis que je suis enfant. Elles me disent ce que je dois faire. » Le juge nota soigneusement chaque mot. « Et que vous disent-elles » Joseph se pencha en avant, ses chaînes cliquetant. « Elles me disent de tuer, de faire couler le sang, de purifier le monde des impurs. Et vous les écoutez ? Je n'ai pas le choix, » répondit Joseph d'une voix plate. « Quand elles parlent, je dois obéir. Sinon, elles me torturent. Elles crient dans mon crâne jusqu'à ce que je devienne fou. » Fournier continua l'interrogatoire pendant plusieurs heures, posant des questions sur le passé de Joseph, sa famille, son temps à l'armée, l'asile. Joseph répondait de manière décousue, sautant d'un sujet à l'autre, parlant parfois à la 3e personne, comme s'il décrivait quelqu'un d'autre. Mais quand Fournier mentionna les autres crimes, les bergers et bergères, assassinés dans tout le Sud-Est, Joseph se figea. « Je ne sais rien de ces autres histoires, » dit-il brusquement. « Allons, Vacher. Nous savons que vous êtes responsable. Les descriptions correspondent, votre itinéraire aussi. » Joseph secoua la tête avec véhémence. « Non, je n'ai attaqué que cette femme. Le reste, ce n'est pas moi. » Fournier comprit qu'il fallait changer de tactique. Il fit venir le procureur général Antoine Bernard, un homme massif à la voix tonnante, réputé pour sa capacité à briser les récalcitrants. « Écoutez-moi bien, Vacher, » rugit Bernard lors de l'interrogatoire suivant. « Nous avons des témoins qui vous placent près des lieux des crimes. Nous avons des descriptions qui vous correspondent. Si vous confessez maintenant, le tribunal pourra prendre en compte votre coopération. Sinon, » il laissa la menace en suspens. Joseph le regarda avec un mélange de peur et de défi. « Je veux parler à un prêtre, » dit-il finalement. On fit venir le père Augustin, un vieux curé aux cheveux blancs qui avait l'habitude de visiter les prisonniers. Il passa 1 heure seul avec Joseph dans sa cellule, écoutant sa confession. Quand il ressortit, son visage était livide. « Cet homme est habité par le démon, » murmura-t-il au directeur. « Il m'a décrit des choses indicibles. » Le lendemain, Joseph demanda à voir le juge Fournier. Quand celui-ci arriva, Joseph avait le regard vide, résigné. « Je vais tout vous dire, » dit-il d'une voix rauque. « Mais d'abord, vous devez comprendre. Ce n'était pas vraiment moi. C'était la bête en moi, le démon que Dieu a mis dans mon corps pour punir les pécheurs. » Fournier s'assit, la plume prête. « Continuez. » Et Joseph parla. Pendant des heures, des jours, des semaines, il décrivit chaque meurtre en détail macabre, les noms,
quand il les connaissait, les lieux, les dates approximatives, les méthodes. Il expliqua comment il choisissait ses victimes, comment il les traquait, comment il les tuait. Au total, il confessa 11 meurtres certains. Eugénie Delhomme, Armand Pélissier, Aline Bertrand, Victor Fontaine, Rosalie Massot, Pierre Laurençon, Marie-Louise Gaillard, Mathilde Roux et 3 autres dont les corps n'avaient pas encore été identifiés. Mais les enquêteurs étaient convaincus qu'il y en avait eu davantage. Peut-être 15, peut-être 20, peut-être 50. Combien de disparus dans les campagnes françaises entre 1894 et 1897 pouvaient être attribués à Joseph Vacher? Personne ne le saurait jamais avec certitude. Les confessions de Joseph firent sensation. Les journaux publiaient des éditions spéciales avec des illustrations morbides montrant les scènes de crime. Les foules se pressaient devant la prison, espérant apercevoir le monstre. Mais c'est alors que surgit la question qui allait diviser la France. Joseph Vacher était-il responsable de ses actes ou était-il fou? Pour son avocat commis d'office, maître Gabriel Poncet, la réponse était évidente. Cet homme est aliéné. Il entend des voix, il a des délires mystiques, il a tenté de se suicider à 2 reprises. Il a été interné dans un asile. Comment pourrait-il être tenu responsable? Poncet demanda une expertise psychiatrique. Le tribunal accepta et nomma 3 aliénistes pour examiner Joseph, les docteurs Pierrette, Rebattel et le célèbre Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale à Lyon, considéré comme le père de la criminologie française. Lacassagne était un homme de 60 ans, au regard perçant et à la barbe grise soigneusement taillée. Il avait révolutionné la science forensique, introduisant des méthodes d'analyse rigoureuses basées sur l'observation et l'expérimentation. Pour lui, le crime n'était pas une question de possession démoniaque ou de folie divine, mais un phénomène social et biologique qu'on pouvait étudier scientifiquement. Son examen de Joseph dura plusieurs semaines. Il le fit mesurer, peser, photographier sous tous les angles. Il étudia ses cicatrices, son crâne déformé par les balles, ses mains calleuses. Il l'interrogea pendant des heures, prenant des notes détaillées sur ses réactions, ses expressions, sa manière de parler. Les résultats de son expertise furent sans appel. Joseph Vacher n'est pas fou, déclara Lacassagne lors d'une conférence publique qui attira des centaines de personnes. Il est sain d'esprit au sens juridique du terme. Il comprend la différence entre le bien et le mal. Il planifie ses crimes, choisit ses victimes, prend des précautions pour ne pas être capturé. Ce n'est pas le comportement d'un aliéné. Mais les voix, objecta un journaliste. La tentative de suicide, Lacassagne balaya l'objection d'un geste. Les soi-disant voix sont une simulation, un prétexte pour échapper à la justice. Quant à ces tentatives de suicide, elles étaient superficielles, théâtrales. Un vrai suicidaire ne rate pas 2 fois. Il a été déclaré guéri par l'asile de Dole, insista l'avocat Poncet. Comment peut-il être sain d'esprit maintenant et fou alors? Parce qu'il n'a jamais été fou, rétorqua Lacassagne froidement. L'asile l'a libéré parce qu'il a su les tromper, comme il tente de nous tromper maintenant. Mais ces crimes parlent d'eux-mêmes. Ce sont les actes d'un sadique, d'un pervers, pas d'un aliéné. Cette conclusion déclencha un débat national. Des médecins, des juristes, des philosophes s'affrontèrent dans les journaux et les revues savantes. Certains défendèrent Lacassagne, louant sa rigueur scientifique. D'autres le critiquaient, arguant qu'il réduisait la complexité humaine à des mesures et des statistiques. Mais dans les coulisses, quelque chose d'autre se tramait, quelque chose que personne n'attendait. Le 15 mars 1898, alors que le procès devait commencer dans 2 semaines, le gardien de nuit Albert Mercier fit sa ronde habituelle dans les sous-sols de la prison. Il s'approcha de la cellule de Joseph, regarda par le judas. Ce qu'il vit le fit hurler. Joseph Vacher, debout au centre de la cellule, tenait dans ses mains ensanglantées quelque chose de petit et de rose. Il le portait à sa bouche, mordant dedans avec un sourire extatique. C'était son propre doigt. Il se l'était arraché avec les dents.
Le directeur Chevalier accourut, suivi de plusieurs gardiens. Ils ouvrirent la cellule et se précipitèrent sur Joseph, qui riait comme un dément, le sang coulant de sa main mutilée. « Dieu m'a demandé un sacrifice !» hurlait-il. « Il veut mon sang, toujours plus de sang !» On l'attacha à son lit, on pansa sa blessure. Le médecin de la prison, le docteur Verne, secoua la tête avec incrédulité. Il a arraché son propre doigt avec ses dents. C'est inhumain. Quand la Cassagne apprit l'incident, il fronça les sourcils. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, un doute s'insinua dans son esprit. Peut-être Joseph était-il plus perturbé qu'il ne l'avait pensé. Peut-être la ligne entre folie et perversité était-elle plus floue qu'il ne voulait l'admettre. Mais il était trop tard pour reculer. Son rapport était déjà publié, sa réputation engagée. Le procès allait avoir lieu, et Joseph Vacher serait jugé comme un homme sain d'esprit. Le 28 octobre 1898, dans la salle d'audience bondée du tribunal de Haine, Joseph Vacher comparut devant ses juges. Il portait un costume gris délavé, trop grand pour lui. Ses mains bandées tremblaient légèrement. Son visage déformé était impassible, mais ses yeux noirs scrutaient la foule cherchant « Quoi ? De la pitié ? De la haine ?» Personne ne savait. Le procès allait commencer. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La salle d'audience du tribunal de Bourg-en-Bresse n'avait jamais connu une telle affluence. Des centaines de personnes s'étaient massées dès l'aube devant les portes, espérant obtenir l'une des places assises. Les journalistes occupaient les premiers rangs, leurs carnets et crayons prêts à capturer chaque mot, chaque geste. Des dessinateurs croquaient la scène, leurs illustrations destinées à être reproduites dans les éditions spéciales du lendemain. Le président du tribunal, M. Gaston Thévenin, un magistrat à la prestance austère et au regard sévère, frappa 3 coups de maillet. Le tribunal est ouvert, faites entrer l'accusé. Joseph Vacher fut amené par 4 gendarmes. Ses chaînes cliquetaient à chaque pas. Il boitait légèrement, conséquence d'une bagarre avec un gardien la semaine précédente. Quand il entra dans la salle, un murmure parcourut l'assistance. Certains détournèrent les yeux, incapables de soutenir la vue de son visage monstrueux. Joseph s'assit sur le banc des accusés, entre ses 2 gardes. Son avocat, maître Gabriel Poncet, un homme maigre aux cheveux grisonnants, lui tapota l'épaule d'un geste qui se voulait rassurant. Joseph ne réagit pas, fixant droit devant lui, comme s'il était seul dans la pièce. « Joseph Vacher », commença le président Thévenin, « vous êtes accusé du meurtre de 11 personnes entre 1894 et 1887. Comment plaidez-vous » Joseph se leva lentement. Sa voix, quand il parla, était étonnamment calme. « Je plaide non coupable par raison d'aliénation mentale. » Un brouhaha éclata dans la salle. Le président frappa du maillet. « Silence, maître Poncet, votre déclaration préliminaire. » L'avocat se leva, ajustant sa robe noire. « Messieurs les juges, messieurs les jurés, nous sommes ici face à une tragédie humaine. Mon client, Joseph Vacher, n'est pas un criminel ordinaire. C'est un homme brisé, détruit par des traumatismes successifs, victime de voix qui le persécutent depuis l'enfance. Il a tenté de se suicider 2 fois, survécu miraculeusement à des blessures qui auraient tué n'importe qui d'autre. Il a été interné dans un asile et déclaré aliéné. Comment, dans ces conditions, peut-on le tenir responsable de ses actes ? Poncet continua pendant 1 heure, décrivant l'enfance misérable de Joseph, ses troubles mentaux, son passage à l'asile. Il cita des traités de psychiatrie, invoqua des précédents juridiques. Cet homme ne doit pas être condamné à mort, conclut-il d'une voix vibrante d'émotion. Il doit être soigné, enfermé dans une institution où il ne représentera plus de danger pour la société. Quand il se rassit, quelques applaudissements timides éclatèrent dans le fond de la salle. Le président fronça les sourcils. « Je rappelle que toute manifestation est interdite. » Le procureur Bernard se leva à son tour. Contrairement à Poncet, il ne fit pas de longs discours.
Messieurs les jurés, ne vous laissez pas abuser par les belles paroles. Joseph Vacher est un monstre. Il a tué au moins 11 personnes, peut-être davantage. Il a violé des enfants, éventré des adolescents, mutilé des jeunes filles, et il l'a fait en toute connaissance de cause. Il planifiait ses crimes, choisissait ses victimes, prenait des précautions pour échapper à la justice. Ce n'est pas de la folie. C'est du calcul, de la perversité pure. La société a le droit, le devoir même, de se protéger contre de tels individus. Il n'y a qu'une sentence appropriée, la mort. Les premiers jours du procès furent consacrés au témoignage. Les familles des victimes défilèrent à la barre, racontant leur douleur, leur rage. Le père d'Eugénie Delhomme, un vieil homme courbé par le chagrin, pleura en décrivant comment il avait trouvé sa fille. « Elle était comme une bête abattue », sanglota-t-il. « Mon pauvre bébé !» La mère d'Armand Pélissier, le jeune berger de 14 ans, hurla en pointant Joseph du doigt. « Pourquoi ? Pourquoi mon fils ? Qu'avait-il fait ?» Elle s'effondra, soutenue par ses proches, tandis que le public essuyait ses larmes. Alphonse Rousset, le mari qui avait capturé Joseph, raconta l'attaque contre sa femme. « J'ai cru qu'il allait la tuer sous nos yeux. C'était comme un animal enragé, écumant, grognant. Même quand nous l'avons frappé, il riait. Il riait. » Joseph écoutait ces témoignages sans réaction apparente. Parfois, il murmurait quelque chose à son avocat, qui notait rapidement. Mais la plupart du temps, il restait immobile, son regard vide, fixé sur un point invisible. Puis vint le tour des experts médicaux. Les docteurs Pierret et Rebatel, qui avaient examiné Joseph avec Lacassagne, témoignèrent en premier. Leurs conclusions étaient mitigées. Le sujet présente des troubles mentaux évidents, admit Pierret. Mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il était aliéné au moment des faits. Rebatel fut plus catégorique. Joseph Vacher comprend la portée de ses actes. Il sait distinguer le bien du mal. C'est la définition légale de la responsabilité. Enfin, Alexandre Lacassagne fut appelé à la barre. Son entrée provoqua un murmure d'excitation. Le grand criminologue, l'homme qui avait résolu tant d'énigmes judiciaires, allait sceller le sort de l'accusé. Lacassagne parla pendant près de 3 heures. Il décrivit ses examens, ses mesures, ses observations. Il montra des photographies du crâne de Joseph, des schémas anatomiques, des graphiques. Joseph Vacher est un dégénéré, expliqua-t-il avec une précision clinique, un produit de conditions sociales défavorables, d'une hérédité chargée, d'abus d'alcool. Mais il n'est pas fou. Sa prétendue folie n'est qu'une ruse, une tentative de manipulation. « Mais comment pouvez-vous en être si sûr ?» demanda maître Poncette lors du contre-interrogatoire. « Parce que j'ai étudié des centaines de cas similaires, » répondit Lacassagne avec assurance. « Je sais reconnaître un simulateur quand j'en vois un. Joseph Vacher a toutes les caractéristiques d'un criminel né, pas d'un aliéné. Et le fait qu'il se soit arraché un doigt avec ses dents en prison, ce n'est pas un signe de folie. » Lacassagne hésita une fraction de seconde. C'était un acte théâtral destiné à renforcer sa défense, rien de plus. Mais cette hésitation n'échappa pas à tous. Quelques jurés échangèrent des regards dubitatifs. Le moment le plus attendu du procès arriva au 5e jour. Le témoignage de Joseph lui-même. Le président Thévenin l'interpella. « Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer au tribunal ?» Joseph se leva lentement. Pour la première fois depuis le début du procès, il sembla s'animer. Ses yeux brillèrent d'une lueur étrange, et quand il parla, sa voix était forte, presque triomphante. « Oui, monsieur le président, j'ai beaucoup à dire. » Il se tourna vers la salle, balayant du regard les visages tendus, les familles endeuillées, les journalistes avides. « Vous voulez tous savoir pourquoi j'ai tué. Vous voulez comprendre le monstre. Eh bien, je vais vous le dire. » Il prit une profonde inspiration. « Depuis que je suis enfant, j'entends des voix. Des voix qui me parlent, qui me commandent, qui me torturent quand je désobéis. Au début, j'ai essayé de résister. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai supplié Dieu de m'en délivrer. Mais les voix sont devenues plus fortes, plus insistantes. Après mon renvoi de l'asile, elles m'ont dit que j'avais une mission, que je devais purifier le monde, que chaque vie que je prenais était un sacrifice nécessaire. Et j'ai cru.
J'ai obéi, parce que ne pas obéir, c'était devenir fou pour de vrai. Le procureur Bernard l'interrompit. Vous osez prétendre que vous agissiez sur ordre divin, que Dieu vous commandait de violer des enfants? Joseph le fixa d'un regard noir. Vous ne comprenez pas, ce n'était pas Dieu, c'était autre chose, quelque chose qui habite en moi depuis ma naissance, une bête, un démon, appelez-le comme vous voulez, mais ce n'était pas moi. C'était vous, rugit Bernard en frappant du poing sur la table. Vous et vous seul, vous avez choisi de tuer ces innocents, vous avez choisi de les violer, de les mutiler. Ne rejetez pas la responsabilité sur des voix imaginaires. Joseph secoua la tête avec véhémence. Non, vous ne savez pas ce que c'est de vivre avec ces voix. Elles ne s'arrêtent jamais. Même maintenant, dans cette salle, elles parlent. Elles me disent que vous êtes tous coupables, que vous devriez tous mourir. Un cri d'horreur parcourut l'assistance. Plusieurs femmes se levèrent et quittèrent la salle en pleurs. Le président frappa du maillet. « Accusés, asseyez-vous. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. » Mais Joseph ne s'assit pas. Il continua, la voix montant en crescendo. « Vous voulez me tuer? Tuez-moi, mais sachez que je ne suis qu'un instrument. D'autres viendront après moi, d'autres entendront les voix, d'autres obéiront. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui a commencé. » Les gendarmes le forcèrent à s'asseoir. Joseph se débattit brièvement, puis céda, s'affaissant sur le banc, haletant. Son avocat lui chuchotait quelque chose à l'oreille, mais Joseph ne semblait pas l'entendre. Le procès se poursuivit encore 3 jours. Des dizaines de témoins furent entendus, des pièces à conviction présentées, le couteau de Joseph taché de sang séché, des vêtements déchirés appartenant aux victimes, des photographies macabres des scènes de crime. Enfin, le moment des plaidoiries arriva. Maître Poncette fit un dernier effort désespéré. « Messieurs les jurés, regardez cet homme, regardez son visage ravagé, son corps brisé. C'est une victime, autant que ceux qui l'a tué, une victime de la société qui l'a rejeté, de sa famille qui l'a brutalisé, de son propre esprit malade. Ne le condamnez pas à mort. Donnez-lui une chance de comprendre ce qu'il a fait, de se repentir. Enfermez-le, oui, mais ne le tuez pas. » Le procureur Bernard, en revanche, fut implacable. « Messieurs les jurés, ne vous laissez pas attendrir. Ce monstre ne mérite aucune pitié. Pensez aux victimes, à ces jeunes vies fauchées dans la fleur de l'âge. Pensez à leurs familles qui ne connaîtront jamais la paix tant que leur bourreau sera vivant. Rendez justice. Condamnez Joseph Vacher à la peine qu'il mérite, la mort. » Le 31 octobre 1898, après 12 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation, sans circonstances atténuantes. Joseph Vacher fut condamné à mort par guillotine. Quand le président Thévenin prononça la sentence, Joseph ne réagit pas. Il resta assis, immobile, comme s'il n'avait pas entendu. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage déformé. « Enfin, murmura-t-il, enfin ça va s'arrêter. » On le ramena dans sa cellule, où il attendrait l'exécution. Les recours en grâce furent tous rejetés. Le président de la République, Félix Faure, refusa de commuer la peine. Joseph Vacher allait mourir. Les derniers jours de Joseph Vacher furent étrangement paisibles. Après des années de tourments, de voix hurlantes et de violence, il sembla trouver une forme de sérénité dans l'attente de sa mort. Le père Augustin venait le voir chaque jour, tentant de le préparer spirituellement à ce qui l'attendait. Ils priaient ensemble, récitant le chapelet dans la pénombre de la cellule. Joseph participait docilement, bien que le prêtre se demandât souvent s'il comprenait vraiment les paroles qu'il prononçait. « As-tu peur de la mort, mon fils ?» demanda le père Augustin un soir, alors que la lueur des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs humides. Joseph réfléchit longuement avant de répondre. « Non, mon père, la mort sera un soulagement. Les voix se tairont enfin. Je pourrai me reposer. » « Et les âmes de ceux que tu as tués, y penses-tu » Joseph baissa les yeux. « Chaque jour, chaque nuit, je les vois dans mes rêves. Ils me regardent, me parlent, me reprochent ce que je leur ai fait. Surtout les enfants. » Sa voix se brisa. «
Les enfants n'auraient jamais dû mourir. Le prêtre posa une main sur son épaule. Le repentir est le premier pas vers le pardon. Dieu est miséricordieux. Peut-être, murmura Joseph, mais je ne suis pas sûr de mériter sa miséricorde. Le 30 décembre 1898, le directeur Chevalier vint annoncer à Joseph que l'exécution aurait lieu le lendemain à l'aube. Joseph hocha simplement la tête comme s'il s'attendait à cette nouvelle. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis sur sa paillasse, les genoux remontés contre sa poitrine, fixant le mur. Les voix, pour la première fois depuis des années, étaient silencieuses. Ou peut-être avait-il appris à ne plus les entendre. À 4 heures du matin, les gardiens vinrent le chercher. Ils lui apportèrent un costume propre, lui permirent de se laver le visage et les mains. Joseph s'habilla lentement, ses doigts tremblants sur les boutons de la chemise. Le père Augustin l'accompagna dans le couloir sombre menant à la cour de la prison. Leurs pas résonnaient sur les dalles de pierre. Dans le silence de la nuit, on entendait le chant lointain d'un coq annonçant l'aube. La guillotine avait été montée au centre de la cour, sa lame brillant faiblement à la lueur des torches. Un petit groupe de personnes attendait. Le bourreau, ses assistants, quelques fonctionnaires et un médecin chargé de constater le décès. Joseph s'arrêta en voyant l'instrument de sa mort. Pour la première fois depuis son arrestation, une expression de peur passa sur son visage. Ses jambes se dérobèrent et les gardiens durent le soutenir. « Courage, mon fils !» murmura le père Augustin. « Bientôt, tu seras en paix. » Ils avancèrent jusqu'à la guillotine. Le bourreau, un homme massif au visage impassible, fit signe à ses assistants. Ils saisirent Joseph par les bras, le guidant vers la bascule. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda le directeur Chevalier, selon la tradition. Joseph ouvrit la bouche, puis la referma. Que pouvait-il dire? Qu'il regrettait? Que ce n'était pas sa faute? Que les voix l'avaient forcé? Tout cela semblait dérisoire maintenant, face à l'éternité. « Pardonnez-moi », dit-il finalement d'une voix à peine audible. « Pardonnez-moi ». Les assistants le poussèrent contre la bascule, l'attachèrent, positionnèrent son cou sous le lunette. Joseph ferma les yeux. Les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel de rose. Le bourreau leva la main. Les assistants se reculèrent. Un silence absolu régna dans la cour. Puis la lame tomba. Un bruit sourd, métallique, définitif. La tête de Joseph Vacher roula dans le panier rempli de sueur, ses yeux encore ouverts, fixant un dernier instant le monde avant que la lumière ne s'éteigne. Son corps tressaillit une fois, 2 fois, puis s'immobilisa. Le médecin s'approcha, vérifia le pouls inexistant, hocha la tête. Décès constaté à 4h37, le 31 décembre 1898, annonça-t-il d'une voix neutre. Le corps et la tête furent placés dans un cercueil de bois brut qui fut transporté au cimetière de la prison. Aucune famille ne vint réclamer la dépouille. Joseph fut enterré dans une tombe anonyme, sans pierre tombale, sans prière. Seul le père Augustin, debout sous la pluie qui commençait à tomber, récita une dernière bénédiction. « Que Dieu ait pitié de ton âme, Joseph Vacher, et que les âmes de tes victimes reposent en paix. » Puis il partit, laissant le fossoyeur combler la tombe. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire Joseph Vacher fit encore parler d'elle. Les journaux publièrent des articles analysant le procès, débattant de la question de la responsabilité criminelle et de l'aliénation mentale. Alexandre Lacassagne publia un livre sur le cas « Vacher, l'éventreur et les crimes sadiques », qui devint une référence dans la criminologie naissante. Mais progressivement, l'intérêt s'estompa. D'autres crimes, d'autres scandales occupèrent les unes. Le nouveau siècle approchait, apportant avec lui de nouveaux défis, de nouvelles peurs. Joseph Vacher, l'éventreur du Sud-Est, le tueur de bergers, commença à s'effacer de la mémoire collective. Contrairement à Jack l'Éventreur, qui continua de fasciner des générations grâce au mystère de son identité, Joseph ne laissa aucune énigme. Il avait été capturé, jugé, exécuté. Son histoire était close, définitive, sans place pour la spéculation ou le romantisme morbide. Les villages qu'il avait terrorisés tentèrent d'oublier.
Les familles des victimes pleurèrent en silence, sans le spectacle médiatique qui aurait pu maintenir vivante la mémoire de leurs proches. Les bergers continuèrent de garder leurs troupeaux dans les collines, et avec le temps, la peur s'estompa. Seuls quelques criminologues et historiens se souvinrent de Joseph Vacher. Ils étudiaient son cas dans leurs livres poussiéreux, analysant sa psychologie, disséquant ses crimes. Mais pour le grand public, il était devenu un fantôme, un nom oublié parmi tant d'autres. Pourtant, parfois, dans les vieux villages du sud-est de la France, les grands-mères racontent encore aux enfants l'histoire du monstre aux yeux morts. Elles parlent d'un vagabond au visage tordu qui rôdait dans les chemins, cherchant des proies innocentes. « N'allez jamais seul garder les bêtes, disent-elles, car le monstre pourrait revenir. » Mais est-ce vraiment Joseph Vacher dont elle parle, ou est-ce simplement une version moderne d'un conte ancien, un moyen d'exprimer les peurs éternelles de la société rurale? La vérité, comme souvent, se trouve quelque part entre les deux. Joseph Vacher fut un monstre bien réel, qui commit des crimes horribles, qui fit couler le sang innocent, qui laissa derrière lui une traînée de douleur et de chagrin. Mais il fut aussi un homme brisé, détruit par des forces qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler, qu'elles fussent les voies de la folie ou simplement les démons de son propre esprit malade. Il voulait être vu, être compris, être jugé, et il le fut. Mais paradoxalement, ce jugement même le condamna à l'oubli, car une fois la sentence prononcée, une fois la guillotine tombée, il n'y avait plus rien à dire, plus rien à chercher. Jacques l'Éventreur disparut dans la brume de Londres, laissant derrière lui un mystère éternel. Joseph Vacher disparut dans la terre d'une tombe anonyme, laissant derrière lui seulement des dossiers judiciaires et des souvenirs douloureux. L'un devint une légende, l'autre devint poussière. Ainsi va l'histoire. Elle se souvient de ce qui la fascine et oublie ce qui l'effraie trop. Joseph Vacher l'avait compris dans les derniers instants de sa vie. Alors que la lame tombait, alors que sa conscience s'éteignait, il sut que son nom ne serait pas gravé dans le marbre de la mémoire collective. Il serait effacé, oublié, comme s'il n'avait jamais existé. Et peut-être, au fond, était-ce la plus grande justice de toutes, car les monstres ne méritent pas d'être immortalisés, ils méritent d'être oubliés, relégués dans les ténèbres d'où ils sont venus, leurs crimes enterrés avec leurs os. Les victimes, elles, méritent d'être rappelées. Eugénie, Armand, Aline, Victor, Rosalie, Pierre, Marie-Louise, Mathilde et tous les autres dont les noms ont été perdus. Eux étaient réels. Eux avaient des rêves, des espoirs, des vies qui leur furent arrachées trop tôt. Ce sont eux que l'histoire devrait honorer. Pas le monstre qui les a tués, mais l'histoire est capricieuse. Elle préfère les énigmes aux solutions, les questions aux réponses. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort, Joseph Vacher reste un nom presque inconnu, tandis que Jacques l'Éventreur continue de hanter nos cauchemars. Une dernière ironie pour un homme qui voulait tant être vu. Il fut vu, jugé, exécuté et oublié. Que son âme tourmentée repose enfin en paix, et que les âmes de ses victimes soient à jamais rappelées. Mais qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.